Donc aujourd'hui, on a choisi de faire un workshop, c'est-à-dire, ce n'est pas forcément une conférence. C'est juste quelques présentations avec des essais pratiques de faire ou de réalisation d'introduction ou, si vous voulez, de conclusion et résumé. Mais le plus difficile pour faire la mémoire, c'est d'établir une bonne introduction. Parce que c'est la façade de la réussite de votre manuscrit, de votre rapport. Si vous faites une introduction ratée, c'est comme on a raté pratiquement tout le travail. Parce que le travail commence toujours à être présenté par son introduction. Et ce que j'ai remarqué ici, à travers vos collègues qui ont passé, que ce soit leur mémoire de licence ou de Master Pro, c'est qu'on rate facilement les introductions. Elles commencent très mal, elles ne commencent pas correctement et elles ne contiennent pas les éléments fondamentaux d'une introduction. Alors que c'est très important. Donc, pour ce workshop, je vais donner peut-être une conférence ou un cours de quelques dizaines de minutes. Par la suite, on va interrompre ce cours-là à chaque étape pour faire des essais, que ce soit d'établissement d'une introduction. Par la suite, on passera progressivement à la conclusion et résumé. Mais d'abord, la conclusion, ou l'introduction. Donc, généralement, l'introduction, elle commence par la page numéro 1 du manuscrit. Et là, c'est un détail technique très important. Lorsque vous faites la pagination de votre rapport, l'introduction, c'est la page numéro 1. Quelles que soient les pages qui existent avant. Donc là, c'est une obligation. Et ça entre dans tous les normes de la typographie en langue française ou latine. Toujours l'introduction va être numérotée 1. Avant l'introduction, il existe d'autres parties, telles que le sommaire, telles que vous appelez aussi liste des figures et tableaux. C'est impossible de les faire avant également après le sommaire. Et avant le sommaire, qu'est-ce qu'on met d'habitude? Dédicace, remerciement. Résumé. Donc le résumé qui existe directement après la page de garde, c'est sa place. Donc on met généralement le résumé juste après la page de garde ou dans le verso du manuscrit. Donc là, c'est la position adéquate pour le résumé, juste après la page de garde ou au verso. Pour le dédicace et remerciement, c'est une très mauvaise habitude de les mettre avec le titre remerciement et dédicace. Parce que tout ce qui n'entre pas dans le rapport, normalement, c'est un avant-propos, un préambule. Donc l'avant-propos et le préambule, ce sont des parties qu'on peut insérer juste avant l'introduction ou le mémoire. Et l'avant-propos ou le préambule contient automatiquement tout ce qui n'entre pas dans le sujet directement. Par exemple, vous pouvez spécifier dans l'avant-propos dans quelle société ou établissement vous avez fait votre stage. Et de quoi correspond, par exemple, la société, l'arrondissement, le département, le lieu et la date exacte de votre stage. Chose que vous n'avez pas également la possibilité de le mettre dans le rapport. Parce que lorsque vous entrez dans le rapport, c'est quelque chose de spécifique et technique et vous ne pouvez pas, par exemple, le spécifier que vous avez fait le stage le 1er mars ou le 1er juin jusqu'au et qu'est-ce que vous avez fait en détail. Et à la suite, vous pouvez remercier, par exemple, les gens qui ont contribué à l'aboutissement de votre travail. Donc le remerciement, c'est une partie qui est intègre de l'avant-propos. Et normalement, ce n'est pas un titre indépendant. Donc, généralement, on trouve superflu et très lourd des pages dédiées spécifiquement au remerciement et aux dédicaces. Dédicaces également, c'est personnel. Donc, si vous voulez, par exemple, dédier votre rapport à quelqu'un qui vous est cher, je préfère que vous faites le dédicace manuellement, c'est-à-dire inscrit avec votre propre lecture, et directement à la personne. C'est comme ça qu'on fait des dédicaces partout dans le monde. Si quelqu'un fait par exemple un mémoire ou un doctorat ou quelque chose de valeur dans un cas, il fait le dédicace manuellement à la personne voulue. Et non pas sous forme de titre dédicace et à tout le monde. Et par exemple, les gens qui ne sont pas concernés par le dédicace n'ont rien à voir à le lire. Mais si vous voulez dédier ce travail, je préfère mieux que ça soit dans l'avant-propos. Dans l'avant-propos, vous pouvez mettre le cadre du travail, où est-ce que vous avez travaillé, les périodes, les stages, le département, le lieu, ainsi de suite.
les remerciements, puis si vous voulez, je dédie à la fin ce travail à tous ceux qui m'ont cher, mes frères, mes soeurs et tout ça. Donc là, ça passe nettement plus facile que de spécifier toute une page pour le dédicace. Donc là, c'est tous les pages, si vous voulez, qui précèdent l'introduction. Donc d'abord, on met le résumé. Par la suite, l'avant-propos ou le préambule, dans lequel on va mettre tout. Cadre du travail, remerciements et dédicaces, si vous voulez. Et par la suite, sommaire, liste des figures et tableaux. Et on commence par l'introduction qui occupe la page numéro 1. Est-ce que c'est clair pour l'énumération de position de ces parties? C'est bon, je rappelle. Donc, lorsqu'on entre dans l'introduction, qui est la page numéro 1 du rapport, donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va mettre une pagination aux pages qui précèdent l'introduction? Normalement, non. C'est accepté de ne pas faire une pagination. Mais dans d'autres documents, officiellement, toute page doit être paginée. Il y a un autre type de pagination. Par exemple, avec des petites lettres qu'on appelle avec le I. Donc, on peut utiliser une numérotation différente. I, 2I, 3I, 4I avec les chiffres romains, c'est-à-dire I, IV, ainsi de suite. Donc, c'est un type de numérotation qu'on peut accepter, qui est recommandé pour les pages qui n'entrent pas dans la pagination officielle. Pour classer, si vous voulez, la position de ces pages qui existent avant l'introduction. Est-ce que vous avez compris comment on met? Malheureusement, il n'y a pas un degré. Table des matières, sommaire. Mais ça commence toujours l'introduction, page numéro 1. Mais la table de matière elle-même, elle n'est pas numérotée, puisqu'elle existe avant le rapport. Elle n'entre pas dans le rapport, la table des matières. C'est un numéro d'ordre ou c'est un tableau qui organise le tableau, qui facilite la lecture. Si vous voulez, par exemple, voir un chapitre ou une page, il faut consulter la table des matières pour savoir la position. Mais la table des matières elle-même, elle n'a pas de numéro de page, puisqu'elle existe toujours avant le manuscrit. C'est ça votre question? C'est la même chose. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Sommaire, table de matière, index. Sommaire, le terme littéral de sommaire, c'est le résumé, si vous voulez. Donc la numérotation des pages, donc ça commence par 1, 2, ainsi de suite. Mais avant ça, vous pouvez utiliser un type de numérotation qui est I, 2I, 3I, 4 donc. Comme ça, 5 c'est V, ainsi de suite, avec des chiffres romains en utilisant le. Donc là, c'est une numérotation qui est acceptable pour les pages qui existent avant l'introduction. Donc lorsqu'on commence maintenant l'introduction, généralement on fait l'introduction non pas au commencement du travail, mais c'est toujours à la fin. Donc la rédaction de l'introduction se fait généralement à la fin, c'est pour mieux maîtriser. C'est une technique. On part de la conclusion. Parce qu'en fait, l'introduction, M. Riaz, si vous permettez, ce sont des promesses ou des questions qu'on va poser ou donner au lecteur pour répondre enfin dans la conclusion. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On part de la conclusion. On sait, en fin de compte, avant de commencer une étude, on sait à peu près où on va arriver. Donc, l'introduction, comme l'a dit M. Riaz, puisqu'il est très important, on l'écrit enfin. À la fin. Donc, exactement à la fin, c'est parce qu'on ne savait pas depuis le début, est-ce qu'on a répondu à toutes les questions où on a terminé pratiquement notre recherche, quels sont les résultats auxquels nous avons abouti. Donc on ne peut pas le savoir à l'avance. Donc c'est pour ça qu'on recommande toujours que l'introduction se rédige à la fin. Donc c'est pour s'adapter au mieux avec la démarche et surtout les résultats et conclusions du travail. Donc, parce
qu'une conclusion, une introduction, c'est une introduction pour un seul sujet. Elle doit être très spécifique. Elle ne s'adapte pas avec plusieurs sujets. Donc il faut que le sujet soit terminé avec ses résultats et sa conclusion pour pouvoir maintenant bien le présenter. Donc l'introduction, c'est la présentation de ce sujet. En fait, M. Riyad, si vous permettez, l'introduction, c'est l'outil avec lequel, grâce auquel, on peut vendre notre produit. C'est-à-dire, le lecteur, avant de lire ce mémoire, donc avant de le lire, il va tout d'abord aller à l'introduction. Et à partir de la qualité de l'introduction, comme M. Riyad l'a dit, donc il peut juger, ou il peut prendre une décision de continuer à lire votre publication ou mémoire ou non. Donc c'est pourquoi c'est vraiment, il faut faire très attention pendant l'écriture ou la rédaction de l'introduction. Oui, c'est très important l'introduction. Très important. Et lorsqu'on rate l'introduction, c'est fini. Parce que quelqu'un rate l'introduction de son rapport, par la suite, le lecteur est perdu. Il ne sait pas quels sont les objectifs, qu'est-ce que le rédacteur veut par son rapport, ses résultats, qu'est-ce qu'il a travaillé. Il faut que ça soit clair et bien défini depuis l'introduction. C'est pour ça que c'est capital pour la réussite d'un travail. Donc scientifiquement, maintenant, comment on voit l'introduction? On peut classer scientifiquement l'introduction en 3 étapes. Elle existe, si vous voulez, intégralement dans toutes les introductions du monde, quelle que soit la discipline. Et ces 3 étapes sont d'abord l'accroche. Donc la première étape, on appelle l'accroche. Par la suite, la problématique, et enfin, le plan de travail, le plan de votre manuscrit. Donc l'étape de l'accroche, c'est celle qui est la plus importante, c'est-à-dire que c'est celle qui va attirer l'attention du lecteur à votre sujet. Et généralement, l'accroche, elle est la plus générale. Parce que lorsqu'on atteint la fin de l'introduction, ça y est, nous sommes dans le plan de mémoire, c'est très spécifique. Avant, c'est la problématique sur laquelle vous allez travailler. Mais l'accroche, c'est le cadre général de l'étude. Et on va se dégrader de le plus général vers le plus détaillé, ou le plus particulier, c'est-à-dire le plan direct de votre mémoire. Donc, dans l'accroche, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc l'objectif de l'accroche, c'est de capter l'attention du lecteur. Donc si on n'a pas réussi à capter l'attention du lecteur, c'est fini. Et là, pour l'accroche, c'est le premier paragraphe de votre mémoire, c'est le premier paragraphe de votre introduction, et la première phrase, c'est la plus importante. Parce que c'est l'entame de mémoire. Donc c'est le premier pas. Et la première phrase, c'est celle qui est la plus importante. Et dans la première phrase, donc lorsque vous avez une phrase, c'est un sujet, verbe et un complément. Le plus important dans une phrase, c'est quoi? Sujet. Le sujet. Donc le premier sujet de votre mémoire doit être minutieusement choisi. Les mots dans un mémoire se comptent. Donc il faut savoir exactement ce que vous allez écrire. Ce n'est pas comme les paroles. On peut se tromper dans les paroles. Mais dans un texte écrit, on ne peut pas se tromper. Dans un texte écrit, vous avez le temps de réfléchir, de rédiger, de corriger. Donc il faut faire très attention à la première phrase. Et dans cette première phrase, quel est le sujet que vous allez choisir? Par exemple, moi je vais travailler par exemple, sur le domaine de l'eau. Il faut que l'eau, par exemple, soit le premier mot de ma première phrase dans l'introduction. Parce que c'est capital. Je ne peux pas parler, par exemple, si par exemple je commence par parler de l'atmosphère ou du globe terrestre comme premier sujet, ça peut être très vague, ou même parfois ça peut être hors sujet. Où ça va amener l'attention ou l'accroche. On va amener l'attention du lecteur dans un domaine complètement différent de celui qu'on va travailler dessus. Donc la première phrase, le premier sujet, ils sont très importants dans l'introduction. Donc, la première phrase, le premier sujet, il faut le souligner et c'est celui qui va pratiquement gouverner toute la structure de l'introduction. Donc par la suite, progressivement, en utilisant des paragraphes, progressivement, de plus en plus, on va de plus en plus général vers de plus en plus particulier. On commence toujours par un cadre général dans l'introduction et on se dégrade de phrase en phrase, de paragraphe en paragraphe, vers des choses qui sont de plus en plus précises. Et on peut utiliser des stratégies différentes. Donc vous avez le choix dans ce cas-là.
Donc le choix littéraire, comment vous dégradez le plus global, le général, vers le plus particulier, vous avez beaucoup de stratégies. Mais le choix du sujet, non, vous n'avez pas ce choix dans le premier sujet de la première paragraphe. Donc là, il faut que ça soit exactement dans votre sujet d'étude. Donc pour les stratégies, il ne faut pas utiliser des stratégies plates et monotones. Qu'est-ce que ça veut dire plate et monotone? C'est-à-dire qui n'attire pas beaucoup d'attention. Donc on ne va pas, par exemple, définir l'eau. Est-ce que c'est intéressant de définir l'eau? Parce que c'est correct, c'est général, on travaille sur l'eau. On ne va pas définir l'eau, c'est une substance constituée par des molécules, ainsi de suite. Donc là, ça devient des connaissances banales. Mais pour attirer l'attention sur le domaine de l'eau, on peut soit attaquer la vulnérabilité de cette ressource, parce que c'est une ressource qui est très vulnérable, et là, ça dépend de votre sujet, ou attaquer la rareté de cette ressource, surtout que nous sommes dans un domaine aride. Donc la deuxième stratégie que je viens maintenant d'étudier comme exemple, attaquer la rareté de l'eau dans un domaine qui est aride, qui est convenable ou qui est équivalent au nôtre. Donc là, c'est une bonne stratégie pour attirer l'attention du lecteur. Venez, on a un problème qui attaque l'eau, qui est une substance vitale dans notre région, et je vais vous proposer des solutions. Donc là, vous pouvez attirer beaucoup de lecteurs. Donc, il faut surtout voir, réviser votre stratégie, qu'elle ne soit pas évidente ou banale. Donc là, c'est très important pour attirer l'attention du lecteur. C'est la partie la plus importante, l'approche. Par la suite, donc si on va prendre par exemple des exemples, donc je vous propose le premier exemple, l'eau est une ressource qui devient de plus en plus rare. Là, c'est un démarrage qui va mettre le point sur l'eau. Déjà, je l'ai choisi comme premier sujet pour ceux, par exemple, qui travaillent sur la valorisation des ressources en eau. Donc, ça peut être un bon démarrage d'un sujet, d'une introduction. Également, dans le domaine de forage, je peux commencer par le mot forage. Parce qu'il y a ceux qui travaillent dans le domaine de technique de forage. Vous pouvez dire, par exemple, que le forage est une technique très ancienne qui n'a cessé d'évoluer au cours du temps. Donc là, c'est des phrases clés introductives de l'accroche. Également, je peux mettre le point sur le développement durable. Est un choix qui devient nécessaire pour la protection de l'environnement pour les générations futures, ou également une autre introduction pour ceux qui travaillent sur le fluide de forage est un élément clé pour la réussite d'un forage. Donc lorsque vous écrivez une phrase, peut-être elle va faire le siège d'une bonne accroche, peut-être que non. Donc essayez maintenant, je vais vous donner le temps de lire ces phrases introductives et de détecter s'il y a par exemple des faiblesses dans ces phrases. Parce qu'on a dit l'accroche doit être générale. Est-ce que toutes ces phrases sont générales? Donc l'accroche, on a dit, c'est quelque chose qui doit être général. Le premier sujet est correct en fonction des disciplines. Peut-être celui-là, le développement durable. Donc dans ce cas-là, dans la troisième classe, on va parler du développement durable. Donc c'est ni l'eau, ni le forage. Ça dépend du sujet, mais tous les premiers sujets de chaque phrase est discutable. Observez par exemple la première phrase. L'eau est une ressource qui devient de plus en plus rare. Maintenant, le complément d'objet qu'on est en train d'utiliser, ou qu'on est en train de mettre en évidence, c'est la rareté de l'eau. Là, cette phrase-là, elle joue le rôle d'accroche et de problématique en même temps. Elle peut être un avantage ou un inconvénient. Parce que par la suite, on a terminé la rédaction de cette phrase. Maintenant, il faut faire attention. Qu'est-ce qu'elle joue, cette phrase? Est-ce que c'est toujours l'accroche ou on a passé à quelque chose d'autre? Parce que maintenant, on a mis le point sur l'eau. Là, c'est bien, si on travaille sur les ressources en eau. Et on parle de la rareté de l'eau. Donc, on pose direct l'eau comme sujet de votre travail et la rareté comme problématique.
Si vous voulez ce système en 2 en 1, il peut être très bénéfique lorsque vous voulez raccourcir votre introduction. On veut condenser. Là, c'est bien, c'est pratique. Mais si vous voulez détailler votre introduction, c'est-à-dire mettre un paragraphe complètement général, puis passer à la problématique par la suite, ça va être un défaut. Parce qu'une fois que vous avez mis le point sur la problématique, par la suite, vous ne pouvez plus revenir vers un cas plus général. On n'a plus le droit maintenant de revenir sur quelque chose de plus général. Parce que déjà, on a lancé la problématique. Donc, l'enchaînement littéraire correct ou scientifique correct, c'est de passer à détailler cette problématique. Par exemple, les manifestations de la rareté de l'eau. Ou on passe à la localisation géologique ou géographique de lieu de votre étude. C'est correct, mais ça va faire une introduction qui est courte. Ce n'est pas un défaut, c'est correct. Ça va faire une petite introduction d'un paragraphe. On l'accepte à 100%, il n'y a aucun problème. Mais ce qu'on n'accepte pas, c'est de déclarer par exemple la problématique et retourner par la suite à une phrase qui est encore générale. Donc là, ça va faire une mauvaise structuration de votre introduction. Donc, ces phrases donc, accrochage des problématiques. C'est l'accroche et la problématique en même temps. Ce n'est pas uniquement l'accroche. Oui, l'accroche et problématique en même temps. Ça sera bien dans les résumés. C'est très bien dans le résumé. Si on va arriver par la suite, parce que le résumé, c'est le résumé de tout, y compris l'introduction, le sujet et les conclusions. Une phrase courte, tac, rapidement. Donc, ça peut jouer, ça peut aider dans la formulation d'un résumé. Donc, le forage est une technique très ancienne qui n'a cessé d'évoluer au cours du temps. Là, c'est une information générale qui parle du forage et qui est restée générale. Parce que là, on sait que toutes les techniques dans le monde évoluent en fonction du temps. Et on a mis le point sur le forage, donc déjà on a accroché l'attention du lecteur sur un domaine particulier. Donc par la suite, je peux enchaîner en communiquant pratiquement les prouesses technologiques en fonction du temps, citer quelques exemples, ou passer progressivement à notre sujet, parce que là, ça reste toujours, c'est très général. Donc, comme accroche, cette phrase, elle joue à 100% le rôle d'une accroche. Le développement durable également, c'est une phrase complète, mais ça dépend du sujet, parce qu'ici, on parle de développement durable. Donc, ça peut englober que ce soit l'eau ou le fourrage, parce que par la suite, le sujet ou le deuxième sujet, ça peut être l'eau ou le fourrage. C'est encore plus général que les premières phrases. Donc, vous avez plus de marge pour mettre du texte. Le fluide de fourrage, maintenant, en dernier lieu, c'est quelque chose qui est encore plus précis. Où est-ce qu'on utilise le fluide de fourrage? Généralement, c'est dans le fourrage. Donc là, on a annoncé directement le fluide de fourrage, donc c'est-à-dire, on n'a pas choisi tout le fourrage, on a choisi un domaine très spécifique, mais on a annoncé quelque chose de général en ce qui concerne le fluide de fourrage. C'est un élément clé pour la réussite d'un fourrage. Donc ça reste toujours correct. Mais puisque j'ai démarré déjà mon sujet avec quelque chose de très précis, donc je vais commencer l'enchaînement dans ce sens-là. Par la suite, je ne vais pas retourner au fourrage qui est plus large. Maintenant, vous avez annoncé le fluide de fourrage, on va continuer toute notre introduction à parler de fluide de fourrage ou quelque chose de plus spécifique dans le fluide de fourrage. Parce que la structuration d'une introduction, c'est toujours de plus général vers le plus spécifique. On ne peut pas retourner en arrière. Donc celle-là, elle va faire une bonne introduction, mais il faut faire attention à la suite. Il ne faut pas revenir en arrière, c'est-à-dire on ne va pas retourner vers quelque chose de plus général. Donc, en résumé, si vous voulez, l'accroche, la première phrase doit être choisie minutieusement et vous allez la relire vous-même en portant l'œil critique. Est-ce que c'est correct ce que j'ai choisi comme première phrase? Le premier sujet, est-ce que c'est compatible avec le titre de mon travail? Et par la suite, qu'est-ce que je vais mettre par rapport aux généralités que j'ai mis dans cette première phrase? Parce que progressivement, il faut penser que vous allez s'approcher progressivement de votre sujet. Est-ce que c'est clair? Donc, une fois on a terminé l'accroche qui peut être une phrase, deux, trois phrases ou deux ou trois paragraphes, ça dépend de la longueur de votre manuscrit. Il y a des manuscrits, des petits rapports de licence qui vont faire une vingtaine ou une trentaine de pages.
Donc parfois une seule phrase peut suffire ou un petit paragraphe peut suffire. Si vous avez par exemple un mémoire de 100 ou de 200 pages, donc l'introduction peut même s'étaler sur 2 pages. Donc vous avez plus de marche. Mais la logique est toujours la même. Lorsqu'on commence quelque chose de général, il faut aller de plus en plus vers des choses spécifiques ou précises. Donc la deuxième étape, c'est la problématique. Donc une fois on a quitté le général, on va s'attaquer au cœur de votre sujet. C'est-à-dire on va présenter de quoi il s'agit, délimiter le sujet. Et dans la problématique également, on peut avoir des stratégies scientifiques et précises. Donc on peut développer également la problématique en 3 étapes. Donc c'est connu également l'annonce du sujet, sur quoi globalement je vais travailler, par la suite l'intérêt de ce sujet, l'enjeu ou l'importance, et en fin de compte, la problématique du sujet, ou la thèse. Pourquoi je suis en train de travailler sur ce sujet? Ou qu'est-ce que je vais résoudre? Ou à quelles questions je vais répondre dans mon travail? Lorsque vous avez une problématique claire et intéressante, tout le monde va suivre. Mais si la problématique elle est floue, elle n'est pas comprise, donc c'est comme si l'auteur ou le lecteur n'a pas compris qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Il va lire pratiquement tous les mémoires pour essayer de déchiffrer ça. Mais si on la présente correctement dans l'introduction, c'est fini. Donc l'auteur peut commencer à lire votre rapport et sait d'avance où est-ce que vous voulez arriver. Donc, dans la problématique, on annonce d'abord le sujet, sur quel sujet ou sur quel domaine vous êtes en train de travailler. Par exemple, je vais travailler sur la qualité chimique de l'eau. Nous sommes dans le sud tunisien, donc je peux étudier la rareté de l'eau, parce que l'eau elle est rare partout, ou je peux utiliser la salinité. L'eau elle est partout salée. Et la problématique ou l'intérêt du sujet. Donc l'intérêt c'est pour retrouver des ressources en eau pour les gens, pour le développement que ce soit urbain, agricole ou industriel. Donc l'eau c'est vital. Donc pour le domaine de l'eau c'est très facile d'identifier l'enjeu ou l'importance. Pour d'autres domaines, parce qu'il y a des gens qui travaillent dans le forage. Si on travaille sur les techniques, l'amélioration des techniques, ça peut améliorer le temps, ça peut être économiquement très rentable. On va améliorer la performance d'un appareil de forage, on peut gagner beaucoup d'argent en amélioration technique et être plus performant en termes de sécurité et de dégâts sur l'environnement. Parce que le forage, quel que soit, c'est une opération polluante. Donc en maîtrisant certaines techniques, telles que les techniques de fluide de forage ou la boue de forage, on peut limiter au maximum la contamination. Et tous ces paramètres vont être déclarés dans l'annonce, l'intérêt de sujet. Et par la suite, la problématique, c'est votre travail. C'est pratiquement le titre de votre manuscrit. Sur quelle problématique vous êtes en train de travailler. Donc, est-ce que c'est clair jusque-là? Donc, après l'approche, on va passer progressivement par l'annonce du sujet, l'intérêt ou l'enjeu de ce sujet et la problématique. Donc, une fois on a lancé la problématique, si vous voulez, on a terminé cette deuxième partie qui est la problématique et on peut passer à la troisième partie qui est le plan de mémoire. Donc, le plan de mémoire, c'est simple. Puisqu'on a dit, on rédige l'introduction à la fin. Donc, vous savez déjà de combien de chapitres se comporte cette mémoire et vous pouvez énoncer facilement le plan. Sauf que, généralement, il y a des erreurs dans l'annonce du mémoire. Donc, c'est le plan général, où on cite les principaux chapitres ou parties du manuscrit. Donc, ça serait mieux d'éviter l'énumération. Par exemple, il y a beaucoup qui utilisent dans le premier chapitre, je vais faire ça, dans le deuxième chapitre, je vais faire ça, dans le troisième chapitre, quatrième chapitre. Ça devient, l'introduction, ça devient comme un sommaire, ou comme une table de matière. Je ne sais pas la différence, je ne peux pas vous répondre. Mais l'introduction, c'est une introduction littéraire. Par exemple, au lieu de dire dans le premier chapitre, je vais faire le cadre général et ainsi de suite, on va présenter en premier lieu le cadre général de l'étude. Par la suite, on va passer
aux analyses de tel, et enfin on va faire des interprétations et conclusions. C'est nettement mieux que dire premier chapitre, deuxième chapitre, troisième chapitre. Oui. Articulateur logique. Donc on reste dans le style littéraire et agréable à lire, parce que l'introduction c'est toujours la vie. Ensuite, après, enfin, et éventuellement. Donc c'est comme pour M. Riyad qui est ici, c'est bon, excusez-moi, qui est à place de la regardez comment il attire les gens. Donc, on appelle ça l'aspect narratoire. Donc, regardez dans les articles scientifiques, dans l'introduction en art. Monsieur Riyad Ahmadi a fait ça, et après, dans 1900, je ne sais pas qui, un autre a fait ça, et après, maintenant, voilà c'est ce que je vais faire. Donc, on appelle ça l'état de l'art. Donc, cet aspect narratoire, narratif, cet aspect, il va attirer. Donc, il va le suspense. Certainement. Suspense. Tout d'abord, donc jusqu'à arriver à la problématique. Et après, vous allez. Donc, comment vous allez apporter des solutions à cette problématique. Donc, le fait d'utiliser ces articulateurs logiques, tout d'abord, ensuite, après. Et ainsi, je ne sais pas quoi, il y a pas mal d'articulateurs logiques, donc vous pouvez encourager le style artistique de voilà. Améliorer le donc style. Ça, le style, les narrateurs sont très forts, mais parfois c'est très nécessaire d'utiliser ce style, même avec les sciences exactes, donc pour attirer. Oui, nous sommes tous des scientifiques, on n'est pas d'accord, mais si on a des talents littéraires, c'est dans l'institution qu'il faut les utiliser. Parce que c'est là où on n'a pas ni figure, ni légende, ni texte, c'est uniquement un texte. Donc il faut qu'il soit le mieux présenté. Il vient d'écrire. Donc le lecteur va essayer vraiment, à partir de l'introduction, écoutez, ce mec, qu'est-ce qu'il va faire? Mais qu'est-ce qu'il va apporter de neuf? Tu comprends? Donc vous allez alimenter dans le lecteur cette envie de continuer la lecture jusqu'à la conclusion. Oui. C'est pour la problématique, l'étape qui est avant la mémoire, c'est qu'il y a des gens qui posent des questions. Donc c'est permis dans la langue française. Vous pouvez carrément proposer la problématique sous forme de questions. Comment, par exemple, je peux améliorer la qualité de l'eau dans cette région où on n'a pratiquement que des eaux salées, ou saumâtres. Donc comme ça, vous êtes sûr et garanti que vous avez attiré l'attention du lecteur. Il va suivre jusqu'à la fin votre raisonnement pour répondre à la première problématique que vous allez lancer. Ici, quand on commence par du baratin, de l'introduction qui répète des informations générales, des cadres d'études, de la région d'études, mais pas suffisamment puissantes pour lancer la problématique, on peut facilement être perdu dans la lecture. Il ne faut pas tourner à certains moments dans l'annonce du sujet. La problématique est dans le plan du pouvoir. Il faut être un peu direct. Il ne faut pas tourner autour du sujet. Il faut être direct. Il faut être confiant. Nous avons fait sur la base de ces, je ne sais pas quoi. Il faut être vraiment, prendre les choses en main et montrer au lecteur que vous êtes confiant et dans la problématique, donc le fait de la comprendre. Et vous allez bien sûr, j'espère pour ne pas décevoir notre lecteur, de répondre ou d'apporter des solutions à cette problématique. Donc c'est ça. Donc là, c'est tout ce qu'il y a dans l'introduction. Donc si certains parmi vous ont des exemples, vous pouvez commencer à travailler, à proposer des introductions, d'accroches, problématiques et plans d'études, et on va les discuter ensemble, parce que c'est un workshop. Donc là, on va vous donner un quart d'heure pour discuter de quelques exemples. Plus précis. Le sommaire, c'est un résumé. Ok. Donc là, il y a une information sur la différence entre table des matières et sommaire. Il paraît que le table de matière, c'est plus précis dans les titres, mais sommaire, c'est pratiquement les chapitres ou les grands titres.
Vous pouvez discuter entre vous. Si vous avez par exemple un sujet particulier, je suppose que tous vous êtes en train de faire vos mémoires. Donc essayez de proposer par exemple des phrases collectives et on va les discuter ensemble. C'est un chiffre. Et résumé. Donc, les deux autres parties, la conclusion et le résumé, sont très faciles. La difficulté réside principalement dans l'introduction. Une fois que vous avez une bonne introduction, par la suite, vous enchaînez avec votre mémoire. Bien sûr, il doit être bien structuré les mémoires, c'est-à-dire le passage entre les chapitres doit être étudié. On commence généralement par quelque chose de général dans le manuscrit, c'est étude bibliographique, mais on ne l'appelle pas étude bibliographique. Par exemple, il y a des étudiants qui utilisent toujours l'erreur de nommer chapitre numéro 1 étude bibliographique. C'est complètement hors sujet, le titre. Et c'est vrai, étude bibliographique, mais sur quoi? Par exemple, généralité sur les ressources en eau de la région de Gabès. C'est vrai, là, c'est une étude bibliographique, mais c'est avec un titre. Donc le titre, il est correct. Il représente bien une étude bibliographique sur les ressources en eau de la région de Gabès. Voilà le cadre géologique et hydrogéologique de la zone d'étude. Là, c'est vrai aussi que le cadre géologique et hydrogéologique de la zone d'étude, il vient, c'est essentiellement bibliographique. Donc, ce n'est pas la peine d'écrire étude bibliographique parce que ça n'apporte aucune information sur le contenu. Alors que le titre d'un chapitre doit être représentatif sur le contenu. Évitez également, j'ai dit, comme dit à votre collègue, de présenter des données bibliographiques qui ne sont pas utilisées par la suite. Si quelqu'un a assisté, par exemple, à la soutenance tout à l'heure, on a présenté un cadre hydrogéologique, géologique et climatologique, et par la suite, on n'a pas utilisé tout. L'erreur est minime, parce que la majorité des étudiants vont consulter des documents qui existent avant. On peut trouver des documents de tous les types. On peut trouver, par exemple, dans la région de Gabès, les données climatologiques sur la pluviométrie, le vent, les précipitations, ainsi de suite. Mais dans votre sujet, qu'est-ce que ça va apporter, par exemple, l'étude de la direction des vents? Pour les forages, pour la nappe, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a certains types d'études que le vent peut apporter quelque chose. Par exemple, la pollution atmosphérique. Donc là, l'étude des vents peut être intéressante. Mais si elle n'a pas d'intérêt dans votre étude, et si par la suite, dans l'interprétation et les conclusions, vous n'utilisez pas ces données, donc il vaut mieux ne pas les mettre. D'abord, ils sont bibliographiques, mais elles ne sont pas à vous. Ce sont des données que vous mettez, que vous balancez en premier lieu, et par la suite, vous n'utilisez pas. Donc à quoi ça sert? C'est uniquement pour bourrer, condenser ou diffuser votre apport. Les enfants rapport c'est votre rapport qui va apparaître. On met juste l'essentiel de la bibliographie qui va servir par la suite pour construire quelque chose. Tout ce qui est non supplémentaire, on ne le met pas. Ce n'est pas parce que vous avez trouvé l'étude complète dans un document de doctorat, ou je ne sais pas, notre rapport dans le secondaire, qu'il faut tout mettre. Donc il faut tout synthétiser par votre effort et ne mettre uniquement l'essentiel. Ce que vous avez utilisé, vous le mettez. Ce qui n'est pas nécessaire, il faut le supprimer. Pour la conclusion, c'est les conclusions de votre travail. Ce n'est pas la peine de rappeler le cadre d'étude, la localisation, tout ça, ça n'a aucun intérêt. Donc il n'y a pas d'image particulière pour la conclusion parce que c'est une seule étape, c'est les conclusions. Et les conclusions, vous pouvez à la limite résumer la problématique. Donc il n'y a pas d'image particulière, mais généralement la conclusion, elle peut être courte. Ou même c'est recommandé d'être courte. Parfois la conclusion, elle fait un seul paragraphe, 2 lignes. C'est mieux, parce que ça donne une impression très positive sur votre conclusion. Je peux vous deux pages. Non. Quelle est la conclusion de votre travail? Si vous avez une seule conclusion, donc conclusion, ça ne porte pas S, et vous la balancez directement. Mais vous pouvez, par exemple, faire une petite phrase de rappel. Donc c'est comment de rappeler, par exemple, en une seule phrase, les objectifs proposés au début.
voilà, on s'est proposé au début de répondre à la question telle, et là, après cette étude, en utilisant par exemple les moyens ou les méthodes que je viens d'énumérer, on a démontré ou confirmé ou infirmé ces résultats. Donc c'est tout. Donc là, c'est les seules recommandations. Et bien sûr, si vous avez plusieurs points, c'est-à-dire lorsque vous avez plusieurs conditions, conclusions, plusieurs résultats, dans ce cas-là, on va les présenter selon l'ordre de leur importance. La conclusion la plus importante, on va citer la première, pour la mettre en relief. Et le style scientifique vous donne même le droit de mettre les conclusions sous forme de tirés ou de puces. Voilà, tac, 1, 2, 3, ou des puces, des rangs. Donc là, c'est la présentation de style scientifique, parce que la conclusion, elle est scientifique, elle n'est pas littéraire comme l'introduction. L'introduction, vous avez beaucoup de marges, beaucoup de types d'approches, vous pouvez présenter, proposer des stratégies différentes, mais la conclusion, c'est une conclusion scientifique. Très succinct, concis. Concis. Court et précis. Exactement concis, court et précis. خير الكلام ما قل ودل. ما عادش لا شو اسمه وصل للكونكلوزيون الدكتور تعب باش وصل لغادي ما تزيدش كمل في الكونكلوزيون عاد كمل كان عاود يعني on essaie de répéter faut pas répéter ça y est خرجنا à la limite bon c'est bien bien sûr pour un seul paragraphe c'est largement suffisant pour les masters de recherche généralement pour les publications on essaie parce que la science nous s'arrête. On peut... Bon, ça c'est pas obligatoire pour vous parce que c'est un master appliqué, mais d'ordre général. On essaie de faire ouvrir, on appelle ça des horizons. Parce que la science n'a pas s'arrêter chez toi. Donc on peut, par exemple, donc si par exemple il y a d'autres méthodes où, vu, je ne sais pas, la qualité de données, je ne sais pas, donc je n'ai pas pu faire tout. Généralement, c'est comme ça, vu le temps. Donc, si, en utilisant d'autres méthodes, on peut arriver, par exemple, la problématique que vous avez étudiée pendant les mémoires, donc ce n'est pas exactement ce que vous voulez faire, ou il y a d'autres choses au cours du mémoire. Donc, c'est mieux de laisser ouvert. Donc, ça c'est bien pour faire ce qu'on appelle la continuité. Il y a des gens qui peuvent... mais ça, ce n'est pas obligatoire pour vous. Il peut faire une conclusion parce que, je viens de dire, pour avoir des licences appliquées, donc fermées. Si tu as trouvé une solution pour le problème, on a trouvé ça, c'est le problème. Rapidement, en une phrase, se rappeler, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a trouvé, voilà. Donc, si on propose par exemple des exemples. Parce que principalement, on travaille soit sur l'ouvrage, soit sur les ressources. La valorisation. Vous pouvez commencer par exemple, l'étude géologique et hydrogéologique de la région de Berbès à montrer que. Donc, c'est une phrase introductive de la conclusion. Et vous allez directement à l'énumération des conclusions. Direct. Conclusion numéro 1, conclusion numéro 2, numéro 3, sous forme de plus. Donc, l'étude géologique et hydrogéologique, là, je rappelais les méthodes et outils utilisés dans le corps de texte. Ce n'est pas la peine d'entrer dans les détails, là, je suis dans la conclusion, donc il faut bien faire court. Et je vais faire l'énumération des conclusions par la suite, sous forme de tiré. Si ça s'arrête à 2-3 lignes, c'est bon, c'est excellent. Parce qu'une conclusion courte, elle est condensée, elle porte, ou elle fait complètement son objectif, elle remplit complètement son objectif. Conclusion numéro 2. Par exemple, observez cette phrase et on va la discuter. Donc là, dans la conclusion numéro 2, on a dit il y a un rabattement effectif et important de la nappe phréatique. C'est une bonne conclusion. Pourquoi? Parce qu'elle est courte et elle apporte 2 ou 3 informations clés qui sont d'abord, il y a un rabattement effectif, c'est-à-dire elle est démontrée, claire, indiscutable et important. Là, peut-être il y a un problème.
Très bien, c'est ça la question. Nous sommes des scientifiques, nous ne sommes pas des littéraires. L'important ou pas important, et c'est une notion qui change avec le temps. Qu'est-ce que ça veut dire important? Ça peut, pour moi, par exemple, 1 mètre de rapportement, c'est catastrophique, pour d'autres, 1 mètre, c'est rien du tout. Donc, puisque nous sommes scientifiques, il faut apporter le maximum d'arguments numériques, quantitatifs, lorsque c'est possible. Et c'est mieux dans la conclusion. Donc, rabattement, c'est clair, c'est diminution de la surface isométrique. Effectif, donc c'est démontré, j'ai démontré dans mon étude qu'il y a un rabattement réel de la nappe. C'est la preuve. Mais important, là, on peut la discuter, on peut l'améliorer. Comment je peux l'améliorer? Je vous propose, par exemple, cette construction. Donc, il y a un rabattement effectif et important de la nappe phréatique qui a dépassé localement les 4 mètres. Donc là, j'ai argumenté, j'ai donné des conclusions avec des chiffres. Et lorsque c'est possible, il faut résumer le maximum de chiffres qui existent dans le rapport. Par exemple, je n'ai pas dit qu'il y a des régions 3 mètres, 2 mètres, 3,5, ainsi de suite, qui a dépassé localement les 4 mètres. Très rapide. Il faut échapper. Donc la conclusion qui va échapper des problématiques. Et on ne va pas répéter, par exemple, tous les résultats qu'on a trouvés dans le mémoire. Donc c'est un résumé de toutes les conclusions. Donc, on porte sur l'essentiel. Puisque j'ai décrit des phénomènes, j'apporte des valeurs numériques qui vont présenter, par exemple, un ordre de grandeur ou une quantification des valeurs que j'ai trouvées. Il y a également, malheureusement, des gens qui vont faire le suivi, par exemple, qui vont assister à un stage dans de l'industrie ou dans des sociétés étatiques telles que le CRDA, le SONED ou les compagnies de forage, où ils ne font pas, par exemple, une étude complète. Et là, la conclusion devient très difficile. Par exemple, quelqu'un qui assiste au stage à des opérations normales et courantes, quelle est la conclusion qu'il peut faire? Là, ça devient un problème. Je vous propose, dans ce cas-là, par exemple, pour les candidats qui font du suivi de forage, ils ont fait le suivi de forage, il n'y a pas de problème, c'est le problème des gens de forage. Donc, c'est quoi les conclusions ou des opérations simples et courantes dans des sociétés ou industries? Donc, la conclusion peut correspondre au résultat de l'opération suivie. Par exemple, lorsque je fais le suivi d'un forage, je décris en conclusion le résultat de ce forage. Est-ce que d'abord, c'est un échec ou succès? Donc là, c'est très important, la conclusion numéro 1, le résultat du forage. Ou le résultat de l'opération que vous avez suivie. Si vous faites par exemple le traitement, le dessalement de l'eau, si vous faites le contrôle bactériologique, est-ce que ça a été bien fait ou non? C'est-à-dire, l'eau à la fin, est-ce qu'elle est sortie propre ou elle est sortie contaminée? Donc on peut évaluer sur ce point-là. En cas d'échec, lorsque par exemple j'ai pris le cas de forage, donc le résultat du forage, en cas d'échec, on peut présenter par la suite les causes de cet échec, pourquoi il y a eu l'échec. Et à la suite des causes, je peux éventuellement faire des recommandations pour le prochain forage, pour éviter éventuellement cet échec. Là, apporter un peu d'esprit critique en utilisant vos connaissances dans le domaine. En cas de succès, par exemple, on peut donner des paramètres de ce forage. Par exemple, ce forage qui est considéré comme un succès a atteint la profondeur telle, en touchant le réservoir du complexe terminal de la nappe profonde en quelque sorte, et a donné une production, par exemple, de 15 ou 20 litres par seconde. Donc là, on donne des chiffres réels de l'aboutissement de ce forage et de salinité de l'eau acceptable. Parce qu'après la fin du forage, on va avoir les paramètres. Et c'est aussi valable pour les gens qui font le suivi d'autres types d'opérations. Ça peut être la solution de traitement de l'eau. Comme ça, vous pouvez donner la qualité de l'eau à l'entrée et à la sortie. Et vous évaluez, si vous voulez, le rendement ou l'efficacité de la station de dessalement. Les quantités également, elles sont très importantes. Donc, dans la conclusion, si vous avez fait le suivi, il faut résumer tous les processus et évaluer l'opération. Est-ce qu'elle s'est achevée avec succès ou non? Donc là, c'est les conditions des conclusions où il y a un problème. C'est-à-dire lorsque le candidat a fait le suivi et
n'y a pas de travail, de recherche qui va aboutir à des conclusions. Est-ce que c'est clair? Donc, conclusion, c'est une opération normalement très facile, c'est les conclusions, et ça peut être très court. Sous forme de tiré, si vous avez fait un travail de recherche, méthodologie, analyse, interprétation, et par la suite, les résultats et les conclusions. Mais si vous avez fait un suivi, donc dans ce cas-là, c'est les conclusions de l'opération que vous avez suivie, que ce soit du forage ou des opérations que vous avez suivies au sein de votre entreprise de stage. Juste pour la conclusion en cas de la recherche appliquée, donc, comme M. Riad l'a dit dès le départ, donc, dans la conclusion, on répond sur la problématique ou sur les questions qui ont été posées pendant l'introduction. Donc, il faut montrer que, enfin, vous avez abouti à une solution ou ne pas aboutir. Si vous avez abouti, c'est bien. Si vous n'avez pas abouti, pourquoi? Et vous pouvez, par exemple, ouvrir des horizons. Par manque de données, par problème de données, par je ne sais pas quoi. Donc, voilà. Donc, dans la conclusion, il faut répondre sur les promesses que vous avez lancées pendant l'introduction. Donc c'est comme un tactique. Généralement, dans les recherches, on parle de la conclusion. C'est-à-dire, si, pour la recherche fondamentale, si on veut écrire dans une revue ou je ne sais pas, on a la conclusion, donc on sait, en fonction de nos données, de la méthode qui existe, de nos moyens, où on va arriver. Bien sûr, en fonction du temps, on va arriver ici. Ok, en fonction de j'ai la conclusion. Donc, en fonction de la conclusion, qu'est-ce que je vais faire? Une introduction. Et après, je vais remplir à l'intérieur. En fin de compte, le lecteur, lorsqu'il va lire rapidement, qu'est-ce qu'il va lire? Résumé, va décider, oui, ça fait partie de mon domaine ou non, ou de mes occupations, ou je ne sais pas quoi. Introduction pour décider est-ce qu'il va continuer à lire ou non. Conclusion pour savoir est-ce que vous avez arrivé à vos promesses ou non. Et ça va montrer pour lui aussi que vous êtes cohérent. Donc vous avez vraiment utilisé un esprit de synthèse et un esprit cohérent, consistant tout au long de ta production scientifique. À l'intérieur, donc le lecteur va lire, mais vraiment suivant son intérêt. Par exemple, si la méthodologie de votre travail est innovante, il va la lire. Mais s'il la connaît, il ne va pas la lire. Je vous assure. Si les données que vous avez en train d'utiliser, les données de forage, c'est quelque chose de très intéressant, par exemple fait par une grande compagnie ou fait dans un milieu, vraiment c'est rare d'atteindre ce milieu parce que c'est un milieu montagneux, je ne sais pas, pour des conditions d'isolation que je ne sais pas, donc il va s'intéresser ici à la partie données. Il n'est pas obligé de lire, mais je vous garantis qu'il va lire résumé, keywords. Alors là, ce lecteur, les mots-clés aussi, c'est quelqu'un de très paresseux. Donc ça, on n'utilise pas que pour la recherche, les mots-clés. Et après l'introduction, s'il a décidé, vous avez réussi votre résumé, il va lire l'introduction. L'introduction, là, vous allez vendre votre entreprise. Parce que si l'introduction n'est pas réussie, il peut ne pas lire. Voilà. Exactement. Donc, normalement, si vous avez bien réussi votre introduction et le reste de votre manuscrit, la conclusion, elle est très facile. C'est le résultat. C'est facile. Donc, on passe pour cette conclusion. Donc, si vous avez des questions, sinon j'enchaîne, puisque la conclusion, c'est une partie facile et elle dépend principalement de vos résultats à la fin. Si on a trouvé de bons résultats, donc il suffit de les énumérer dans la manière la plus courte et claire que possible. Écoutez, le non-résultat, c'est un résultat. Hein? Et il ne faut pas... Donc, c'est un résultat. Si on n'a pas trouvé de bons résultats, mais on sait quand même pourquoi, et on fait des recommandations, et on passe. Vous n'avez rien perdu. Vous allez faire votre présentation et avoir votre réussite. Je passe donc, si vous êtes d'accord, directement au résumé.
également, le résumé, c'est une étape qui est très importante, mais elle est très facile à rédiger. Donc le résumé, c'est le résumé de tous les mémoires. Ce n'est pas la conclusion, c'est-à-dire c'est uniquement les principaux résultats. Et ce n'est pas l'introduction ou le corps de sujet. Donc le résumé, généralement, il doit être représentatif de tous les mémoires. On va faire une phrase d'introduction pour présenter le sujet et la problématique. On va faire la description des matériels, méthodes et travaux entrepris dans le texte. Et on va résumer aussi les conclusions. Le résumé contient également un résumé de la conclusion. Donc au lieu de faire une conclusion détaillée avec des points et tout ça, dans le résumé, il faut condenser toutes les conclusions en une ou deux phrases. Donc ça fera, donc il contient bien sûr le cadre d'étude et les objectifs de travail. Donc là, c'est l'introduction. Matériel, méthode utilisée et les techniques dans le corps du sujet et les résultats obtenus. Mais les résultats obtenus, c'est également un résumé de la conclusion. On ne va pas reprendre toute la conclusion, on va la résumer également. Et c'est tout. Non? Ça dépend de votre conclusion. Non, à préférence. Si la solution fait partie de votre conclusion, oui. Si, bien sûr. Parce que dans le résumé, il faut résumer également la conclusion. Donc vous voyez ici, j'ai résumé l'introduction et le premier chapitre, qu'on a dit tout à l'heure, le cadre général, la bibliographie. Et par la suite, matériel et méthode utilisées, c'est-à-dire votre travail. Ça dépend, ça peut être différents types de travail, des programmations, tout ça. Terrain sur terrain, aller faire la prospection, je ne sais pas. Oui, à la fin, les résultats obtenus sont une phrase, deux phrases. Faut pas. Écoutez, le résumé, c'est-à-dire la grandeur, je ne sais pas, c'est en fonction du document. Si vous allez écrire une vingtaine de pages dans un article scientifique, c'est quelques dizaines de lignes. Il faut être très succinct. Si quelque chose de 100 pages, je ne sais pas, à peu près c'est une page. Donc c'est en fonction du mémoire. Mais il ne faut surtout pas s'attarder. On appelle ça, c'est très générique. Tac, 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 il faut un mandat, lancement. Alors, le cadre c'est ça. Le cadre est un la problématique c'est ça, la méthode que j'ai utilisée c'est ça, mais je m'en sors. Non. Mais maintenant, résumé, je me charge les keywords, les facteurs, les mots-clés. Je me charge le titre de la mémoire. C'est très important, le facteur clé, c'est le facteur clé. Les lecteurs ont un برشا domaine. فما اللي يقرا الكتريسيتي، فما الشيء يقرا فوراج، فما شكون يقرا لي ريزيرفوار كذا. إذا ضربنا نحط له كعبه فوراج، كعبه ريزيرفوار، كعبه تكتونيك، كعبه كذا ديجا مش تجيب لي دومين. فهمتني؟ كان هو سيدي مونتولوج ما فيهاش في الفلسفه، يجي ما يقراش. خاطر ما يفهموش. Vous comprenez? L'erreur générale que vous utilisez comme métier le plus souvent, c'est de confondre le résumé et la conclusion. Le plus souvent, lorsqu'on lit la conclusion et le résumé, on a du mal à identifier lequel est lequel. Alors que ce sont deux parties complètement différentes. La conclusion, c'est uniquement les conclusions de votre travail, où il ne rappelle rien ce que vous avez fait dans le corps du sujet, mais le résumé, il résume tout, à commencer par l'introduction. Donc, ils doivent être des parties complètement différentes dans la lecture. Déjà, par la première phrase de la conclusion ou du résumé, vous pouvez savoir est-ce qu'il s'agit de résumé ou de conclusion. Oui. Il n'y a pas de biographie dans le résumé. Non. Non. Non, résumé. Il faut éviter, hein. Les références, pas de.
excuse-moi, bibliographie, c'est bibliographie. C'est des informations que vous êtes obligés de mettre avant de passer à votre travail. Alors, on ne résume pas la bibliographie, on résume votre travail. Donc, la bibliographie, ce n'est pas votre travail. C'est pour ça que vous ne pouvez pas la résumer. Donc, j'ai passé directement du cadre de l'étude et objectifs de travail au matériel et méthodes utilisées ou votre analyse. Par exemple, on ne met pas des références bibliographiques dans la résumé. Ici, c'est votre travail. Qu'est-ce que vous avez apporté de plus? Voilà, qu'est-ce que vous avez résolu tout au long de votre mémoire? Je ne sais pas les solutions. Je ne sais pas. بالنسبة للappliquer, qu'est-ce que vous avez vu, je les résultats de forage, je sais pas. Donc c'est plus encore, c'est plus pragmatique, c'est plus facile. Est-ce que c'est clair? Bon, la pratique, vous auriez des problèmes. Nous serons toujours là si vous avez des propositions, des suggestions, ou même si vous voulez, par exemple, nous soumettre vos introductions à corriger. Nous sommes là à tout moment. Merci.